Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est mon coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Et en discutant ensemble, on a eu envie de faire un podcast sur ce sujet. La PNL, on en parle beaucoup. Parfois, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, on va creuser ce sujet-là. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain. Alors Alexandre, qui es-tu? Ou en tout cas, que fais-tu dans la vie? Ton Alors, parcours, parle-nous de toi. ok. Alors, aujourd'hui, effectivement, j'encadre des séances de PNL. J'ai donc des clients comme toi. On peut appeler ça des patients par ailleurs parce que je fais aussi, je suis praticien TCC, donc thérapie cognitive comportementale, cadre dans lequel j'utilise effectivement la PNL Mhm. beaucoup comme outil de travail. Euh, Pourquoi? Parce que, déjà parce que j'y suis formé, tout simplement, mais plus précisément parce que c'est quand même un outil assez formidable, la PNL, dans la mesure où ça permet d'intervenir de façon beaucoup plus profonde et plus efficace sur des troubles, voilà, auprès de personnes qui ont des problèmes et qui permettent d'aller au-delà d'une simple conversation ou Mhm. d'une simple introspection qui est déjà un socle très important, hein, dans le cadre d'une thérapie quelconque. Mais voilà, les protocoles en PNL sont des outils spécifiques pour certains types de troubles D'accord. et qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, donc c'est un outil, c'est un grand plus. C'est un outil pertinent. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ton parcours à aller vers la PNL, justement? Alors en fait, au départ, je viens plutôt des sciences humaines, j'ai fait de la philosophie Mhm. à la fac, donc j'ai un cursus en philosophie, je me suis arrêté après le Master 2, voilà, après mon mémoire, et voilà, le monde académique me plaisait pas tant que ça, j'ai beaucoup apprécié de me former, et d'acquérir une vraie méthodologie de recherche, voilà, de devenir autonome dans ma façon de penser et de savoir comment me nourrir correctement. Maintenant, la manière dont j'allais articuler ça dans ma vie professionnelle, c'était pas clair, en tout cas, pas trop souhaitable de ce que je pouvais voir du monde académique. J'avais pas envie de me retrouver dans un lycée ou même à la fac avec tout ce que ça impliquait. Voilà, c'était en tout cas la sécurité du travail, quoi, du statut ne m'attirait pas du tout. J'avais plus besoin de liberté et voilà, de choses plus tangible Mm. sur le plan justement philosophique. Et du coup, par la suite, j'ai aussi dû et pu m'occuper de moi d'une autre façon, faire des différents types de thérapies pour D'accord. moi-même. Et donc une psychanalyse pendant 2 ans, voilà, donc pas complète du point de vue des analystes forcément, mais je leur reconnais volontiers ça.
Et puis voilà, j'ai tenté d'autres choses, dont la PNL, la TCC, et là j'ai trouvé ça beaucoup plus, Concret? oui, concret, impactant, parlant, euh, efficace, franchement, pour le dire assez simplement, même si je veux pas du tout jeter la pierre à qui que ce soit ou créer une guerre d'école, hein, mais Peut-être que c'est complémentaire. Moi, je suis passé par la psychanalyse et maintenant je suis en PNL avec toi. C'est peut-être complémentaire. ça l'est, ça peut l'être, comme je pense que la psychanalyse peut très probablement suffire pour certaines personnes à certains moments de leur vie, pour certains types de Et ne problèmes, pas convenir à d'autres personnes. et ne pas convenir à d'autres, et vice-versa. La Hmm. PNL, voilà, a cette faculté d'adaptation et de, et cette efficacité pour certains types de troubles et certains types de personnes. Moi, ce qui m'a plu le plus là-dedans, c'est les effets assez profonds, assez vite, et que D'accord. ça passe pas justement par le logos, par l'intellect, par le fait L'analyse, la oui, suranalyse. voilà, d'analyser, de suranalyser effectivement. Euh, C'est ce qu'on fait en psychanalyse. On remonte à la source mère. On saute parfois des générations pour aller voir dans le passé des ancêtres. Donc ça peut être très lourd, effectivement. Effectivement, sachant que ça, c'est même pas nécessairement un contre-argument, hein, c'est plus que une fois qu'on fait ça, ou qu'on a fait ça, Hmm. ben, si on continue de faire ça, À quoi ça sert? oui, ou de mon point de vue, qu'est-ce qu'on peut apporter. Hmm. Et voilà, une, un traitement voilà, de type PNL, ça peut être plus rapide, et puis bousculer d'une façon tout aussi intéressante en tout cas, D'accord. sans faire semblant de ne pas s'occuper du problème, hein. Hmm. Alors, moi, du coup, effectivement, j'ai fait la psychanalyse. On a fouillé le passé, Mm. l'enfance. On a identifié les sources Ouais. mères des blessures ou des comportements de ma structure psychique. Mhm. Et puis après, on a vu, oui, le mécanisme commence à se jouer en moi. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'aller vers la PNL, justement, bah, après avoir identifié la source pour déprogrammer des vieux programmes qui Mm. sont peut-être pas forcément à moi ou qui sont anciens, erronés. Mhm. Et c'est là qu'intervient la PNL, sur le fait de déprogrammer, de reprogrammer. Ouais, absolument. Alors en fait, on parle de programme parce que en fait, on va parler d'apprentissage. C'est un peu synonyme. Ça l'est même complètement, si on veut. C'est des accords, des injonctions. C'est, on utilise aussi le mot ancrage. D'accord. Voilà, ce sont des ancrages, c'est-à-dire que à partir du moment où je vis, où je suis en vie, je suis obligé de vivre, pour le dire de façon assez, En tout cas, on en a envie, assez triviale. Mais au oui, moins les premières années. oui, enfin en tout cas, on est tant qu'on est vivant, c'est qu'on a plus envie d'être en vie qu'autre chose. Hmm. Maintenant, le fait d'être vivant nous contraint à évoluer dans un environnement, un contexte, à faire face à des événements qui nous sont extérieurs et en même temps qui deviennent intérieurs parce que Ouais. nous sommes nous-mêmes un terrain, nous sommes nous-mêmes un contexte, parce qu'on est un corps pluriel avec beaucoup de mouvements intérieurs et puis ben, le monde qui nous entoure ressemble aussi à ce corps avec des mouvements qui nous touchent nécessairement Ouais. parce on a cinq sens et donc on est en communication permanente avec cet environnement-là. Et de fait, on interagit et donc on apprend à gérer ce corps et cet environnement en permanence. Donc en fait, vivre, c'est apprendre obligatoirement. Et donc, plus on va apprendre d'une certaine façon à gérer notre environnement ou notre corps, plus on va conserver certains schémas. Hmm. Parce qu'un apprentissage, c'est ça, c'est comme un schéma, une structure qui se met en place parce qu'il s'est passé quelque chose d'une certaine façon, ça a été plus ou moins efficace, et sur la base de ce ressenti, de cette interprétation de ça a été plus ou moins efficace, bah, j'ai appris que, en tout cas je considère que si ça s'est passé une fois comme ça, c'est que ça risque de se repasser comme Hmm. ça si rien ne change. D'accord. Donc parfois le rien ne change, ça peut être sécurisant parce que ça s'est bien passé, et parfois il faut que ça change, peut être une espèce de recherche du coup qui s'amorce. Ah, ça s'est mal passé, donc il faut que je change quelque chose. Donc là, ça devient un ancrage négatif. Oui. Voilà, donc il y a des ancrages positifs et négatifs de notre expérience.
Et tout ancrage est un apprentissage, voilà. On a la sensation d'avoir appris que. Et alors du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a des ancrages qui, j'imagine, remontent pour la majorité à l'enfance. Ah bah oui, bah en fait, on est une succession d'ancrages. Et après, il y en a qui sont dominants, qui sont forts. Est-ce que dominant par l'intensité de l'événement, dominant par la récurrence aussi, j'imagine? Oui, et par l'écho qu'il laisse, par la trace qu'il laisse. Par exemple, si j'ai eu affaire à des parents très aimants, avec Mhm. des gestes d'attention, de marques positives d'attention, c'est un ancrage très fort, même si on n'en a pas conscience tout de suite. Et en général, on en a peu conscience quand tout va bien. La conscience se mêle pas trop des choses quand tout va bien. C'est un ancrage qui a été récurrent, donc puissant, comme tu l'as dit, parce qu'il a été récurrent, répété. Donc là, il y a un ancrage de je suis aimable, je suis Oui, assez bien, je suis suffisant, voilà, mes parents m'aiment, j'ai le donc droit. voilà, donc j'ai le droit d'être aimé, donc tout le monde peut m'aimer a priori, donc Hmm. moi je peux m'aimer, je mérite d'être là. Bon, voilà, des conséquences assez logiques. Est-ce qu'on pourrait donner, je sais pas, un exemple d'un ancrage négatif Mhm. qui a été très aidant dans l'enfance, qui était nécessaire peut-être à la survie, ou qu'en tout cas ça nous a aidé dans l'enfance, et qui une fois adulte, bien nous met des bâtons dans les roues ou nous limite un peu. Bah, en fait, tous les ancrages négatifs sont forcément aidants, en un À sens. la base, c'est pour notre bien. Ben, c'est-à-dire qu'un ancrage négatif, ça peut se matérialiser ou s'exprimer de plein de façons. Il y a plusieurs types d'ancrage négatif si on veut, mais disons que, pour prendre un exemple un peu concret, si à l'inverse de ce qu'on a dit juste avant, j'ai eu des parents qui ont été plutôt pas dans des démonstrations d'amour, mais plutôt dans de la dévalorisation, dans une communication plutôt violente, Hmm. ou plutôt une communication par le silence, par l'ignorance, le fait de délaisser les besoins de l'enfant. Ça, c'est un ancrage négatif, mais qui fait que l'enfant va devoir développer certaines ressources aussi. Par exemple, devenir un peu autonome, Hmm. ou alors rechercher de l'amour par ailleurs. Donc ça nous fait forcément mettre en place des choses qui vont nous permettre de survivre affectivement. Et là, on voit bien le parallèle avec certains adultes qui peuvent avoir peur de l'attachement, de l'engagement, par Absolument, ou exemple. alors le rechercher à tout prix Hmm. pour se sécuriser. Un même ancrage négatif peut générer tout et son En contraire. fonction des personnes. En fonction des personnes, en fonction de beaucoup de choses, en fonction de tout, hein. Mais il n'y a pas, c'est pas aussi simple que ça. Tel ancrage négatif, par exemple, mes parents sont, sont plutôt, se comportent plutôt comme des bourreaux, alors je vais forcément avoir la même manière de gérer ça que d'autres. Bien sûr, il y a des constantes, hein. Il y a des Hmm. schémas qu'on retrouve partout, hein. Il suffit quand même de s'intéresser à la psychologie, à la science, aux neurosciences, pour se rendre compte qu'il y a quand même des patterns, hein, des schémas. Oui. Maintenant, il y a quand même toujours, quand je suis face à un patient ou à un client, j'ai bien sûr des schémas en tête, des constantes en tête qui vont me permettre de poser une grille relativement juste sur la personne pour expliquer ce qu'elle a traversé et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Mais il y a toujours, en tout cas, c'est important de d'attendre et de laisser la place à quelque chose de particulier. Chacun est particulier, Ouais. ouais, dans sa manière de manifester son trouble et de le vivre. Et de le construire dans des schémas. De le construire à travers des schémas des schémas qui sont toujours là pour survivre. Donc D'accord. ils ont tous leur sens, ouais. Tous les ancrages, même négatifs, ont un sens. Euh, Donc, on peut aussi apporter un peu de douceur là-dessus et puis presque éprouver la gratitude, la compassion, de l'amour pour ces schémas qui se sont mis en place à la base, ouais, pour notre bien, en tout cas par interprétation. Ouais. complètement. Enfin, il faut, en tout cas, on encourage toujours, même quand il y a la mise en place de protocoles pour neutraliser ces ancrages négatifs ou pour les Qu'est-ce que modifier. tu appelles neutraliser? Neutraliser un ancrage négatif, c'est par exemple, si on veut, par exemple, retirer la phobie de quelqu'un, Ouais. La phobie de la foule, par exemple. la phobie de la foule,
ou même la phobie d'une araignée. Hmm. Ça peut être vraiment n'importe quel type de phobie. Euh, non pas qu'elles se valent toutes, mais le mécanisme est le même. Il y a des phobies dans l'enfance, qui naissent dans l'enfance, il y a des phobies tardives, qui peuvent naître même très tardivement, à l'âge de 50, 60 ans. Euh, donc, Pourquoi dans ce cas-là? Pourquoi une phobie survient sur le tas ou une nouvelle peur apparaît sur le tas? alors, je ne suis pas un spécialiste des phobies pour te répondre très précisément, mais ça peut tout à fait être lié au fait qu'il y a des personnes qui, bah, par exemple, au moment de la retraite, commencent à sentir qu'ils perdent le contrôle ou qu'ils perdent de la valeur ou que leur vie perd du sens. Et Hmm. du coup, ben, ils vont cristalliser cette angoisse ou un certain nombre d'angoisses sur un objet. C'est-à-dire que quand il y a D'accord. d'angoisses ou plein de peurs qui ne sont pas réglées ou pas conscientes, il suffit d'un événement comme partir à la retraite ou un deuil ou quelque chose pour que la personne se sente en besoin de reprendre le contrôle sur toutes ses peurs et puisse ben, déjà les mettre à distance. Parce que mine de rien, Hmm. même si on peut croiser des araignées assez facilement dans la vie, elles sont pas là en permanence. Donc Oui. ça veut dire que si l'objet phobique c'est une araignée, ben, si ça représente un peu toutes mes peurs ou certaines peurs profondes, Hmm. c'est rassurant aussi qu'elles soient que dans l'araignée et pas en moi. D'accord. Donc voilà, j'ai répondu à deux questions en Ouais. une si on veut, mais voilà, une phobie ça va être ça. Et à ce moment-là, neutraliser la phobie, ben, ça va être possible à travers un ou deux, certains protocoles en tout cas D'accord. de PNL. Alors, donc il y a plusieurs protocoles, mais de manière générale, quel est le processus en PNL? Le processus, alors en gros, pour qu'il y ait protocole, il faut qu'il y ait objectif. Mhm. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un problème bien identifié. Voilà, et à partir duquel on va choisir un protocole plutôt qu'un autre. D'accord. Voilà, alors il y a des problèmes qui nécessitent peut-être plusieurs protocoles, mais en général, si on identifie bien le problème et qu'on choisit bien le protocole, un seul peut suffire. Mais ça va dépendre de la personne, encore une fois, et de comment elle va être réceptive au protocole. D'accord. Donc on identifie un problème, on identifie aussi donc, la manière de le régler, et tous les protocoles se basent au moins sur une chose en commun, c'est les ressources de la personne. Est-ce que c'est lié aux croyances? Non, pas nécessairement, c'est lié plutôt à l'expérience de la personne. Parce que, par exemple, une personne pourrait très bien avoir une croyance négative, limitante, du style je ne peux pas être heureuse. Eh ben, on va forcément quand même aller lui demander d'aller chercher en elle Hmm. un souvenir dans lequel elle a été plus ou moins proche de ce que serait le bonheur pour elle. C'est- Elle a forcément vécu quelque chose qui ouais. se rapproche de ça. Donc, qui prouve en même temps que sa croyance négative n'est pas absolument vraie, en tout cas. D'ailleurs, sans avoir vécu le bonheur, on peut pas reconnaître le malheur. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. C'est En un tout autre cas, sujet, mais... non, non, mais si, et même ça peut se résumer comme ça. C'est vrai que de toute façon, on peut pas identifier quelque chose sans d'autres choses, voire leur contraire. Donc c'est ce que tu appelles ressources antidotes? Pas forcément antidote parce que. Enfin, oui, si, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est vrai que le terme d'antidote, je l'utilise pour certains protocoles et pas d'autres. Mais Mhm. disons des ressources positives. Voilà. À partir du moment où on traite un problème par définition négatif, on va nécessairement aller chercher des ressources par définition positives pour. Pour remettre en question l'accord conclu, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ou pour en tout cas permettre à la personne de se connecter à ces états ressources qui vont lui permettre d'affronter tout simplement le problème différemment, de l'interpréter différemment et de remplacer des Hmm. comportements ou des pensées par d'autres. Et donc une fois que tu as identifié ces ressources, c'est quoi la prochaine étape? Une fois que les ressources sont identifiées, eh ben, on plonge la personne dans ces ressources grâce en général à un souvenir. C'est-à-dire que si par exemple, mettons que l'objectif ce soit prendre la parole en public, Mhm. parce que cette personne-là, dans le cadre de son travail, va être en besoin de le faire, ou ça se trouve, elle veut se challenger, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver ou qui va arriver. Ce serait l'objectif. Ce serait l'objectif. Le problème étant, ben, j'ai une phobie je perds mes moyens dès que je dois parler en public
Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi ou que j'ai un souvenir traumatisant. Bon, Hmm. voilà. Donc selon le protocole qu'on va faire, est-ce qu'on traite d'abord peut-être les souvenirs traumatiques, ou bien il n'y a pas vraiment de souvenirs traumatiques, où ils sont pas si puissants que ça, c'est plus avec le temps que la personne a développé un manque de confiance en elle et ça se manifeste plutôt comme ça en public. Il n'y a pas forcément un souvenir traumatique. Donc admettons qu'il n'y en ait pas, on va directement préparer l'événement. Voilà, on va préparer l'événement. Et donc à ce moment-là, Tu- on identifie déjà comment se manifeste le problème. Qu'est-ce qu'elle ressent, quelles sont les manifestations négatives de la situation, donc physiquement, émotionnellement, comment elle se sent quand elle s'imagine faire face à ce qu'elle redoute. Et une fois qu'on a identifié ce qui ne va pas, donc telle sensation corporelle, telle émotion négative, à ce moment-là, bah oui, on va chercher des émotions antidotes, des sensations antidotes, opposées, et on fait appel à ses souvenirs pour savoir quand dans sa vie elle a déjà éprouvé ça. Hmm. Comment, si elle, ou alors on la projette directement si jamais ça se passait parfaitement. Si jamais ce jour-là, ça se passait de la manière la plus idéale possible. Si vous étiez absolument pas dans votre angoisse, dans la perte de vos moyens, comment vous voudriez vous sentir? Comment ce serait si c'était parfait? Et là, la personne va forcément prononcer certains mots, donner certains indices sur les ressources qu'elle a déjà en fait. Hmm. Parce Elle qu'elle, conscientise. oui, elle conscientise et elle propose, elle projette la possibilité déjà de s'imaginer dans l'état opposé. Et à partir de ce qu'elle dit et de comment elle le dit, et nous on se sert de ça pour ensuite aller creuser dans ce sens-là et on va lui dire, ok, est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir comme ça? Pas nécessairement dans une situation similaire, Hmm. parce qu'a priori c'est le genre de situation qui ne vous permettent pas, qui vous coupent de vos ressources. Mais peut-être y a-t-il eu une situation facile dans laquelle vous étiez pleinement dans ça, dans, ce, dans cette manière d'être à l'aise, en pleine confiance, sans enjeu, voilà. Et juste le fait de la connecter à ça, à cet état ressource, eh ben, ça nous permet de la faire s'en imprégner. D'accord. Et ensuite d'envisager la situation autrement, déjà. Et concrètement, en séance, une fois que tu as fait ce travail-là, il y a plusieurs exercices, des mises en situation, des jeux de rôle, comment ça se passe? Il peut y avoir des jeux de rôle, il peut y avoir aussi des petites techniques. On peut créer un ancrage positif, par exemple. On peut créer un ancrage positif avec justement la mise en relation de cette ressource positive ou de ces ressources positives, voilà, qu'on a identifiées, puis qu'on allait chercher avec un souvenir, puis qu'on a vraiment fait ressentir à la personne, dont elle s'est imprégnée. À Donc, travers les à sens, travers les sens, l'imaginaire exactement. aussi, visualiser. L'imagination, la visualisation, les sens, on essaie de mobiliser tous les sens possibles. Voilà, donc le visuel qui marche le plus en général, mais il y a des personnes qui sont pas si visuelles que ça, qui Oui. ont besoin plutôt de l'ouïe ou du goût, des odeurs, voilà. Mais en tout cas, on va chercher tous les sens possibles pour que la ressource soit la plus Solide vraie, voilà, possible. la plus vraie possible corporellement, la plus éprouvée. Oui. Et une fois qu'elle est dans cet état-là, eh ben c'est beaucoup plus facile de lui faire voir la Hmm. situation différemment. Parce qu'encore une fois, on voit une situation négativement parce qu'on se sent pas bien. C'est pas l'inverse. La situation en soi n'est pas négative. Oui. Ça, c'est la croyance qui s'est mise en place avec le temps. Oui, oui, exactement. Ça dépend des lunettes qu'on emprunte pour la regarder. Voilà. Mais si on a eu besoin de prendre ces lunettes-là systématiquement, c'est qu'à un moment donné, peut-être ça s'est tellement mal passé que, a priori, c'est que ça devrait se repasser comme ça, malheureusement. Hmm. Pour moi en tout cas, qui suis dans ce problème-là, ou bien parce que ça me permet aussi de me protéger de l'événement, c'est-à-dire que je préfère garder ces lunettes-là, de me dire que ce sera forcément problématique d'être confronté à une foule, et donc ça me permet d'éviter ce genre de situation, donc je me protège avec ce prisme. Et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui, dans le présent, regardent la vie ou l'événement, ou bien le fait de parler en public, Ouais, avec des lunettes grises, si on peut dire qu'elles sont grises, les ouais, lunettes de la peur, en général ils vont dire noir les gens. noires, Ouais, pour être encore plus ouais. tranché, mais qui, en fait, dans le passé immédiat, professionnel, tout s'est bien passé ou tout va bien dans le présent. D'où est-ce que ça peut venir quand on a les lunettes noires alors qu'en fait tout est jaune et brillant? Après, il faudrait voir au cas par cas, mais en fait, c'est souvent. En fait, c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que 8 cas sur 10, c'est ça, Hmm. hein. C'est-à-dire que
factuellement, entre guillemets factuellement, mais concrètement, Tout va bien. oui, bah, sur le papier, pour la plupart des gens, tout va bien. C'est le fameux, pour le dire de manière un peu cliché, mais pour que tout le monde Hmm. comprenne bien, j'ai tout pour être heureux, mais c'est pas le Mais, cas. Voilà. C'est une chose qu'on dit beaucoup en PNL et pas seulement, c'est que la carte n'est pas le territoire. qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors moi, ce que je veux dire, c'est rien, c'est pas moi qui ai inventé la Ah, phrase. Je qu'est-ce qui a sais, inventé cette phrase? je sais même pas. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce alors? que ça veut dire? Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que, ben, sur le papier, ça peut avoir l'air d'être très bien. Je suis, j'ai tout ce Ah, que je veux. J'avais prévu de me marier, je suis marié. J'avais prévu d'avoir des enfants, j'ai des enfants. J'avais prévu d'avoir ce genre de travail, je l'ai. donc Et ça c'est la carte, le pays, ça, c'est mais la carte. il y a des volcans, il y a des... Voilà, mais la manière de vivre ma carte, c'est-à-dire mon territoire, Hmm. c'est pas, ça correspond pas à ce que je projetais en termes de satisfaction. Pour le dire de façon un peu plus littérale et plus parlante encore, c'est, je sais pas, je veux partir en voyage. J'ai une certaine idée, par exemple, je veux aller en Chine. Hmm. Voilà. J'y suis jamais allé, j'ai une certaine idée déjà de la Chine. J'ai déjà une carte, j'ai une représentation mentale, et pas que mentale, émotionnelle, des choses. La Chine, pour moi, ça correspond aux films que j'ai pu voir, aux documentaires que j'ai pu voir, à ce qui se dit, ce que j'ai pu entendre dessus, certaines musiques. Bon, Hmm. c'est un ensemble de choses qui ont qui m'ont appris voilà, quelque chose de la Chine et qui ont constitué une espèce de représentation de ce que c'est. Ça, c'est la carte. C'est la représentation que j'ai de la chose. Ça peut être ma carte routière, ça peut être mon guide Hmm. du routard. Et pour faire un parallèle du coup avec la PNL, en allant vivre dans ce pays, on peut changer Ah bah on change, l'image qu'on a ah de... bah on change la carte. A priori, voyager, je pense même que c'est tout l'intérêt de voyager, c'est Hmm. d'aller changer sa carte ou de la compléter. Donc c'est en PNL, c'est la même chose avec un ancrage, c'est en allant Oui, visiter concrètement la situation qu'on peut changer d'avis dessus. on peut dire ça, on peut résumer comme ça. Encore une fois, tout dépend du problème. Hmm. Mais en gros, effectivement, si la Chine, j'en avais une certaine idée, en y allant et en y passant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, déjà, ma carte change du tout au tout. Ou au moins l'interprétation que j'en avais. C'est-à-dire que quand je lisais sur mon guide du routard que tel coin était plutôt comme ci, tel autre coin était plutôt comme ça, j'en avais déjà une certaine idée, une certaine représentation sur la base de mon vécu, mes représentations déjà préexistantes, mais en y allant, ça devient beaucoup plus concret. Et des fois, effectivement, on peut même se dire que ah bah tiens, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai lu ou à ce que je pensais. Hmm. On peut changer du tout au tout. Oui, donc il y a des ancrages qui sont irrationnels. Alors, L'araignée, par exemple, c'est un ancrage ah irrationnel. bah, en fait, je pense que il n'y a rien de vraiment rationnel. Oui. Le rationnel se construit par-dessus de l'irrationnel. Tout est toujours irrationnel, mais on lui donne une allure rationnelle. Hmm. Pour Voilà. donner du sens à ce qu'on croit. Oui, pour simplifier, et parce que ça va plus vite. Si on commençait à vraiment s'interroger en permanence sur comment on sent les choses pour de vrai et à se les avouer, ce serait plus compliqué à gérer. Oh my god, oui. Ouais. Mais bon, voilà, donc la carte n'est pas le territoire en PNL, ça devient donc, par exemple, effectivement, la phobie. Ouais, sur la carte, une araignée, c'est inoffensif. Mais pour moi, Dans mon dans territoire. mon territoire, dans mon ressenti, ça ne l'est pas. Et après, on peut réinverser le truc. C'est-à-dire que bah, pour moi, l'araignée, sur la carte, c'est vraiment très dangereux. Parce que ça cristallise tout un ensemble d'angoisse, de peur. Et c'est terrifiant. Une araignée, même l'idée d'araignée me fait déjà Hmm. très mal. Elle m'angoisse beaucoup. Et donc ça, c'est ma carte. Donc c'est à la fois une manière d'interpréter au départ ce qui pourrait être vu comme quelque chose de positif, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça, ou vice-versa. Et à la fin, c'est de se dire, bah en fait, vous pouvez changer de carte. Il suffit d'aller modifier le territoire. Hmm. Et alors, du coup, bah, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine que quand on tape PNL, parce que moi j'ai écouté des podcasts sur la PNL avant d'en faire, Ouais. euh, ouais, quel conseil tu donnerais, ou en tout cas, pour toi, à quel problème ça peut répondre, à qui ça peut s'adresser? Ah bah, a priori, la PNL s'occupe de tout ce qui pose problème émotionnellement. Ah, En tout oui. cas,
tout passe par l'émotionnel. D'accord. C'est-à-dire que ça va être... euh, ça peut aller de la croyance que j'ai de moi, je sais pas, je suis pas digne d'être aimé, ou je peux pas être heureux, ou je n'ai pas d'imagination, ou peu importe en fait. Les gens ont forcément tout un tas de croyances négatives sur la base d'expériences qui sont vraies. C'est pour ça que les croyances sont tenaces. Ben, on peut modifier une croyance, on peut changer, renverser complètement une croyance. On peut aussi tout simplement préparer des événements. Voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément de gros problèmes, mais qui veut juste être à son max le jour J. Oui. Voilà, alors j'ai bien révisé mes examens, en général je suis plutôt bosseur, je travaille bien, j'ai de bonnes notes, si je suis encore dans un cadre où on parle de notes, bon, mais j'ai envie de réussir de la plus belle des manières, j'ai envie d'être à mon top ce jour-là. Bah, ça peut se préparer, ça veut dire on D'accord. peut optimiser des ressources qui sont déjà là. On peut créer des ressources, disons, recréer des ressources qui sont déjà là aussi, mais qui n'ont jamais été Les vraiment... sortir du tiroir. Ouais, exactement, les sortir du tiroir pour une personne qui n'a pas eu, alors on va dire la chance ou l'opportunité ou l'occasion De les tester. oui, d'aller les chercher, qui ne croient même pas qu'elles sont en elles. Oui. On peut aller les chercher, voilà. Oui. On peut aussi neutraliser des ancrages négatifs pour permettre de faire émerger les autres, les ancrages positifs. Donc ça peut aller de l'angoisse, de la phobie, aux préparations d'événements, d'examens. Très bien. On peut aussi aller vraiment, entre guillemets, réparer un traumatisme. Alors, un traumatisme très puissant, très fort, très grave. Donc des agressions, des abus, des choses qu'on a vécues. Il y a des protocoles aussi pour aller réparer ça, ouais. En fait, on change jamais le passé, on change jamais le monde, on change le rapport émotionnel qu'on a avec le passé ou le monde ou les événements. Donc bien sûr, le passé restera le passé, ce qui s'est passé n'est pas changeable, mais le problème, c'est pas ça. On aura changé de lunettes. Oui, parce que en fait, ce qui est problématique avec un passé dans lequel il y a eu des événements compliqués, voire traumatisants, c'est que ça se poursuit dans le présent. C'est le rapport que j'ai avec ça qui s'entretient et qui continue d'être actif et vivant au présent. Parce que sinon, il n'y a plus aucun danger, c'est fini en soi. Ouais, effectivement, là, ça fait penser à plein de choses, notamment les schémas des victimes, mais on va pas se lancer là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter sur la PNL? Que je souhaite ajouter. Ou est-ce que tu voudrais la résumer en une phrase? En une phrase. La PNL, c'est La PNL, c'est réapprendre à aller bien ou à être encore mieux dans sa tête, dans son corps. C'est juste réapprendre. On a appris à aller pas bien. Ouais. Et on réapprend. On peut réapprendre des mêmes choses d'ailleurs. On peut réapprendre des mêmes événements, même les pires, à aller bien. Ça se passe sur le terrain émotionnel et pas logique, juste logique. Ouais, voilà. Merci. De rien. Oui, parfois on voit des personnes qui ont vécu quelque chose de similaire et certaines en font une force parce que ça peut en être et certaines en font une épée Damoclès, je sais pas si c'est le mot. Ouais, une épine dans le pied. Une épine dans le pied parce que c'est le rapport. C'est ça. En fait, la PNL va permettre d'une part de comprendre que malgré tout le mal qu'on a pu nous faire ou qu'on peut se faire à soi-même, ça nous apprend à regarder la chose du point de vue d'une intention positive derrière. Et puis ensuite, derrière, de faire un troc. Voilà. Un switch. Ouais, un switch. J'échange cette intention positive contre une autre. Ou alors je conserve l'intention positive, mais je la matérialise autrement. J'ai une angoisse, l'intention positive derrière, c'est de me protéger. Est-ce que j'y arrive bien en m'angoissant? Non, parce que je me sens pas plus en sécurité pour autant, je passe un mauvais moment, je m'empêche de vivre des choses alors que je voudrais, donc je m'en veux, donc il y a de la culpabilité par-dessus. Bref, j'apprends à voir qu'il y a une intention positive derrière. Et comment je peux la combler d'une autre manière. Et comment je peux y répondre d'une autre façon que par l'angoisse. Oui, j'avais fait un podcast sur les peurs, aller voir quelle est la beauté derrière la peur, quel est le désir. Généralement, quand on a peur, c'est parce qu'il y a un désir derrière. Absolument. C'est un peu... Si j'ai peur, s'il y a de la peur, c'est qu'il y a un désir de sérénité.
Il y a une envie, ouais. Ouais, il y a une envie de son contraire. Si je suis dégoûté de la vie, c'est qu'il y a un besoin de désir, en fait. C'est que j'ai perdu le désir, j'ai besoin de désirer à nouveau. Et ça, c'est possible. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est cool. C'est absolument possible. Donc oui, en gros, pour résumer, la PNL, c'est un outil qui permet de transformer l'existant. Ouais, n'importe quel problème en solution. Vraiment. Je crois qu'on va finir là-dessus. Ok. Merci Alexandre. Bah de rien. Merci à toi, Romain. À bientôt. Oui, à bientôt pour un prochain podcast. Avec plaisir.